Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui marque une étape spéciale puisqu'il s'agit de la 50e vidéo de la chaîne. Donc tout d'abord, un grand merci à toutes et tous qui suivez la chaîne. J'apprécie de lire vos commentaires, c'est très motivant de savoir que ces tutos vous apportent quelque chose et puis surtout vous aident à avancer dans vos projets. D'ailleurs, j'ai plusieurs nouveautés en préparation qui arrivent, donc restez bien à l'écoute. Et en attendant, aujourd'hui, je vais vous montrer comment profiter du nouveau Teams et des dernières optimisations multimédia avec Azure Virtual Desktop. Et justement, à propos de ce nouveau Teams et de la virtualisation de postes, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, jusqu'à présent, on utilisait dans Azure Virtual Desktop un service de redirection appelé WebRTC pour intercepter et traiter localement tous les aspects multimédia temps réel de Teams, comme la vidéo, le partage d'écran ou encore la voix. Alors, ce mécanisme permet de profiter d'une expérience confortable lors des appels et des réunions de Teams, mais il présente des limitations pour la virtualisation de postes de travail. Alors, si vous êtes déjà un utilisateur de Teams sur un poste Windows standard, donc sur l'application Teams native, vous utilisez un moteur de rendu multimédia baptisé SlimCore qui gère l'audio, la vidéo et le partage d'écran de façon beaucoup plus fiable et avec de meilleures performances par rapport à WebRTC. Et bien désormais, lorsqu'on se connecte à un poste virtuel équipé de Teams, le moteur de rendu SlimCore va venir remplacer WebRTC pour profiter de plusieurs optimisations de Teams dans le mode VDI. Alors d'abord, ça permet à Microsoft de se concentrer sur l'apport de mise à jour sur un seul moteur, ce qui va faciliter la parité fonctionnelle entre l'application Teams native et celle en VDI, avec des performances qui vont être similaires à celles du client Teams natif. La qualité des appels est améliorée. Vous allez constater par exemple une réduction du temps pour rejoindre un meeting. Vous aurez les tout derniers codecs ou encore vous verrez que les drops d'appels seront bien réduits. Et puis surtout, Microsoft va maintenir ce moteur à jour en permanence. Donc à chaque nouvelle update de Teams, on aura une mise à niveau automatique pour l'utilisateur sans prompt ou redémarrage. Alors, cela étant dit, pour mettre en route tout cela dans un poste virtualisé sous Azure Virtual Desktop, eh bien, on va déployer plusieurs choses. On va d'abord ici venir créer un partage de fichiers, donc avec un compte de stockage et Azure File, dans lequel eh bien, on va configurer un file share qui va contenir les profils utilisateurs avec la technologie FSLogix, sur laquelle on viendra configurer certaines propriétés de redirection pour optimiser le fonctionnement de Teams. Ensuite, on viendra créer une image Gold Windows 11 multisession qui va contenir tous les paramètres permettant de profiter du nouveau Teams. Et puis on déploiera cette image ici sur un pool dot qui sera lui-même, je vois un domaine Active Directory géré sous Entra. Du côté des prérequis, eh bien évidemment, on aura besoin d'un abonnement Azure. Il vous faudra un plan d'accès à Microsoft Teams avec au minimum cette version. Donc je vous montrerai comment récupérer la toute dernière version dans le tutoriel. Concernant l'hôte de session, eh bien, il faudra qu'on soit sur un hôte de session Windows 10 minimum ou Windows 10 11 multi-session ou dans le monde serveur, ces nouvelles optimisations seront supportées à partir de la version 2019. Du côté des points de terminaison, c'est-à-dire des périphériques, c'est-à-dire des laptops, des PC ou des autres types de plateformes à partir desquelles on va se connecter, il vous faudra utiliser soit la Windows App pour Windows dans cette version-là minimum, ou l'application habituelle Remote Desktop Client pour Windows. Donc ces versions-là indiquées permettent de profiter du nouveau moteur SlimCore. Pour les clients sous macOS, on aura une bascule automatique sur le mode traditionnel WebRTC uniquement supporté à ce jour. Côté FSLogix pour le support des profils utilisateurs, il faudra bien veiller là encore une fois à avoir au minimum cette version avec le hotfix 3. Là encore une fois, on viendra récupérer la toute dernière version pour la configuration. Et puis côté réseau, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Il faudra vérifier que votre point de terminaison a bien accès aux URL et plages d'adresse IP nécessaires dans Teams.
Et puis enfin, eh bien, pour réaliser ce tutoriel, je serai à la fois donc propriétaire de la souscription Azure et j'aurai également le rôle d'administrateur de domaine Active Directory. Je démarre les opérations depuis le portail Azure. Je cherche un service de type Storage Account de Microsoft et je clique ici sur le bouton Créer. Au niveau de l'assistant, je vais renseigner les informations de base, à savoir le nom de ce compte de stockage, la région géographique où je vais héberger les données. Au niveau du service principal, je vais utiliser de l'Azure Files et en ce qui concerne les performances, j'utiliserai le niveau Premium. Sous l'onglet Avancé, vérifiez que la case qui active les clés d'accès au compte de stockage est bien cochée. On aura besoin de cette clé pour s'authentifier la première fois sur le compte de stockage et régler les permissions NTFS nécessaires pour FSLogix. Vous pouvez ensuite laisser les autres paramètres par défaut et passer directement à la création du compte de stockage. Une fois que vous avez votre compte de stockage, je viens sous l'onglet Data Storage, je clique sur File Share pour ajouter ici un nouveau partage de fichiers. Je vais le nommer FSLogix. Je provisionne 100 Go d'espace pour ce partage. Et au niveau du protocole, j'utiliserai le protocole SMB. Vous pouvez ensuite vérifier que votre partage est bien créé. Et la prochaine étape va être de configurer le mode d'accès au niveau de l'identité. Donc je clique ici sur le lien à côté de Identity Based Access. On arrive sur une page qui nous propose 3 options. Alors pour ce tutoriel, je vais configurer en termes de source d'identité le service Active Directory géré par Entra. Donc je clique ici sur Setup et l'intégration est très simple puisqu'il s'agit d'une case à cocher et ensuite je n'ai qu'à cliquer ici sur Sauvegarder. Ça prend quelques minutes jusqu'à ce que l'on visualise que l'intégration est bien activée. Une fois que c'est bon, il faut revenir sur le partage de fichiers et au niveau du mode d'accès en ce qui concerne les rôles, eh bien on va venir sur Access Control. Je clique ensuite sur ajouter une attribution de rôle. Et dans la liste des rôles par fonction, il faut rechercher le rôle qui s'appelle Storage File Data SMB Share Contributor. Je sélectionne, je clique sur Suivant et on va déléguer l'accès aux membres qui vont être contenus dans un groupe qui contient des utilisateurs qui seront amenés à voir leur profil à FSLogix. Donc là, je viens cibler ce groupe-là. Je clique sur Suivant. Et une fois que vous êtes OK avec votre sélection, vous pouvez faire l'attribution et contrôler depuis le volet Access Control que votre attribution de rôle est bien effective. Je vais poursuivre la configuration de la partie FSLogix et pour cela, je vais me connecter à une machine d'administration qui est jointe au domaine AD managé par Entra. Alors, une fois sur la machine, je vais lancer l'interface Windows PowerShell ISE et la première opération réalisée va être de se connecter grâce à la commande de netuse au compte de stockage, au partage via le chemin UNC. Donc là, il vous faut récupérer le chemin UNC de votre compte de stockage ainsi que le partage que vous avez créé. Vous indiquez la clé du compte de stockage et le user qui va être Azure anti/, le nom de votre compte de stockage. Vous exécutez cette commande et une fois qu'elle est exécutée, eh bien, vous allez ici pouvoir positionner les permissions NTFS nécessaires. Donc là, encore une fois, au niveau des grants, il vous faut adapter par rapport à votre groupe et votre domaine. Voilà, donc vous exécutez ce bloc pour paramétrer les permissions adéquates au niveau FSLogix. Et ensuite, eh bien, vous allez récupérer la toute dernière version de FSLogix qui est indiquée bien sur la documentation. Je vous repasserai également le lien vers cette page en description de la vidéo. Et ce
Fichier zip va contenir plusieurs choses. Donc, il contient évidemment la dernière version de FSLogix, mais surtout, il va contenir les modèles d'administration pour pouvoir configurer FSLogix via des stratégies de groupe. Donc, on va retrouver le fichier ADMX et puis le fichier de langue ADML. Une fois que vous avez récupéré ces deux fichiers-là, vous allez pouvoir les copier dans le dossier Windows Policy Definition de votre machine d'administration. Donc, respectivement, l'ADMX directement dans Policy Definition et le fichier de langage dans le dossier de langue adapté. Donc, ici, ça sera en anglais. Ensuite, vous cherchez l'AMMC Group Policy Management. Et au niveau de l'unité d'organisation qui va contenir vos futurs hôtes de session, vous créez ici une stratégie de groupe, vous lui donnez un nom. Et vous venez ensuite dérouler les dossiers jusqu'à trouver, donc sous Computer Configuration, Policies, modèle administratif, FSLogix, vous vous rendez dans le dossier Profile Container, dans lequel eh bien, vous allez retrouver les principaux paramètres pour pouvoir mettre en route FSLogix. Donc ici, je vous montre les paramètres intéressants à configurer. Donc au minimum, le paramètre Enable, forcément, l'emplacement des disques virtuels FSLogix. Donc dans cette clé-là, il vous faut bien sûr indiquer le compte de stockage, le chemin UNC vers le compte de stockage et le partage que vous avez créé. Et puis vous pouvez activer quelques clés supplémentaires comme bien, par exemple la suppression des profils locaux pour s'assurer que les utilisateurs n'utilisent jamais de profils locaux et ne perdent pas de données de manière inattendue, ou encore les paramètres comme le log retry pour réduire le minutage de nouvelles tentatives d'accès au dossier FSLogix. Dernier paramètre important, il faut activer la redirection des profils personnalisés en indiquant le chemin UNC où on va stocker le fichier de redirection au format XML que l'on va créer juste après. Alors pour cela, il faut configurer le paramètre redirection XML source folder et vous indiquer tout simplement la racine de votre partage SMB. Une fois que vous avez ces clés-là activées, vous allez ouvrir un simple notepad et dans le notepad, vous allez pouvoir recopier cette structure qui est en fait tout simplement des redirections de profils personnalisés. Donc, les redirections de profils personnalisées, elles sont configurées à l'aide d'un fichier au format XML, donc celui qu'on est en train d'éditer, qu'on va sauvegarder, et qui va être situé dans le conteneur de profil de l'utilisateur. FSLogix ne crée pas ce fichier, il faut donc le créer manuellement, et il va être automatiquement copié dans le conteneur profil utilisateur à partir de l'emplacement source dans lequel on va le mettre. Et ici, on va paramétrer ce fichier de façon à optimiser le fonctionnement de Teams, notamment en excluant tout ce qui va être lié à la pile média et au cache de Teams qu'on ne veut pas persister dans le conteneur propre à chaque utilisateur. Voilà, donc une fois que ce fichier est prêt, vous le sauvegardez, vous le mettez à la racine de votre partage, donc dans le compte de stockage ici, dans le partage FSLogix, et vous le sauvegardez bien au format XML. Cliquez sur sauvegarder, vous pouvez vérifier que votre fichier est bien présent, et on peut passer ensuite à la prochaine étape. Et justement, la prochaine étape, c'est la préparation d'une image Gold Windows 11 multisession. Alors pour ce faire, on va partir d'une image Marketplace Windows. Donc je viens ici rechercher Windows 11 dans la Marketplace. On déroule ici le menu sous Create et on retrouve ici les différentes versions proposées sur étagère. Donc dans le cadre de ce tutoriel, moi je vais partir sur Windows 11 Enterprise Multisession version 23H2. Donc ici, on va retrouver l'assistant habituel de création d'une machine virtuelle dans Azure. Donc là, il y a les paramètres habituels à renseigner et puis on va directement passer à la création. Une fois que la machine virtuelle est créée, vous positionnez dessus et vous prenez la main, alors idéalement avec le service Bastion, qui va permettre donc de rentrer en session RDP de façon plutôt sécurisée. Donc je clique sur
se connecter. Et une fois que vous êtes dans la machine virtuelle, eh bien, la première étape, ça va être de récupérer la toute dernière version de Microsoft Teams ainsi que le teamsbootstrapper.exe. L'objectif, ça va être de désinstaller toute version existante et installer la nouvelle. Donc, on va faire une installation plutôt en mode bulk. Là aussi, je vous remettrai en description de la vidéo le lien pour télécharger cette dernière version. Une fois que vous avez récupéré ces deux fichiers, eh bien, vous ouvrez à nouveau l'éditeur Windows PowerShell ISE, vous rentrez dans le dossier où vous les avez téléchargés et vous exécutez cette commande-là, donc teambootstrapper.exe, -p-o, et vous passez le chemin vers le package MSX de Teams qui est ici donc en version 64 bits. Donc là, on fait vraiment un déploiement du nouveau Teams dans l'image master. On ne veut pas ici qu'il y ait une installation side by side avec l'ancienne version. Une fois que la commande est passée, vous pouvez contrôler la version qui est installée donc depuis le panneau application, application installée de Windows. Et ensuite, pour activer l'optimisation des médias pour Teams, il vous faut définir la clé de registre suivante sur bien les hôtes de session. Donc là, il faut aller dans HKey Local Machine, Software, Microsoft Teams et définir cette clé isWVD Environment. Donc c'est un type des Word et vous la positionnez bien sur 1. Alors généralement, pour les images marketplace qui sont fournies par Microsoft, cette clé de registre est déjà paramétrée. Vérifiez quand même que c'est bien le cas pour être sûr d'activer les optimisations médias. En parlant d'optimisation, vous pouvez également vous rendre dans le planificateur de tâches et chercher au niveau du dossier Windows Defender la tâche qui s'appelle Windows Defender Cache Maintenance et vous pouvez l'exécuter. C'est une tâche planifiée et c'est plutôt intéressant eh bien, de l'exécuter une fois avant de faire eh bien, le sysprep de la machine. Donc vous cliquez sur exécuter, vous attendez bien que la tâche soit terminée. Et une fois que ceci est fait, eh bien, vous allez eh bien, chercher le sysprep. Donc vous faites Windows R, exécuter, ouvrir, vous tapez sysprep et vous cliquez sur OK. Vous arrivez dans le dossier contenant l'exécutable, vous lancez sysprep et ici, vous choisissez bien le mode Out of the Box Experience, vous cliquez sur Généraliser et au niveau des options d'arrêt, vous sélectionnez Arrêter le système. Vous validez. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous allez voir que votre machine Gold va ici apparaître en état stopped. Donc, il faut bien que ça soit marqué arrêté. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Capture, sélectionner l'image. Et là, vous avez un nouvel assistant qui apparaît pour créer une image. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais vouloir capturer cette image Gold et je vais la stocker dans une Azure Compute Gallery, ce qui permet de gérer bien différents aspects, dont le versionning. Donc là, vous avez quelques propriétés à renseigner, donc le nom de votre image, le fournisseur, l'offre, vous pouvez mettre un nom de SKU. Cliquez sur OK et une fois que vous êtes satisfait de vos paramètres, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire Review plus Create pour générer l'image. Alors ça va prendre évidemment un petit peu de temps jusqu'à ce que l'image soit prête à être consommée dans votre Azure Compute Gallery. Alors si vous ne savez pas quoi faire pendant la préparation de l'image, je vais vous montrer les étapes également qu'on peut réaliser en parallèle, à commencer par les exclusions au niveau de l'antivirus. Alors, je vais vous montrer les exclusions à configurer pour Microsoft Defender, mais ça s'appliquera également sur d'autres types d'antivirus. Alors, pour ce faire, on va se connecter à la machine d'administration et on va lancer l'AMMC Group Policy Management. Vous créez une nouvelle stratégie de groupe que vous liez à l'unité d'organisation qui va contenir les hôtes de session AVD. Et dans l'éditeur, ensuite, vous cherchez le nœud Windows Defender Antivirus. Et sous ce nœud-là, vous allez dans le dossier exclusion pour pouvoir configurer tout d'abord des exclusions de processus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les antivirus tierce partie ou tous les systèmes de prévention de perte de données, donc les DLP,
peuvent interférer avec le fonctionnement de l'application Teams et l'empêcher de démarrer correctement. Concernant le nouveau Teams, l'installeur au format MSX va installer l'application Teams dans un dossier Windows App au lieu du dossier personnel de l'utilisateur, là où était installée auparavant l'application classique Teams. Et comme les utilisateurs ne peuvent pas écrire dans ce dossier Windows App, eh bien cet emplacement eh bien, ajoute une meilleure protection déjà contre les attaques, hein. On ne peut pas forcément facilement altérer cette installation-là. Mais ça veut dire aussi que on va avoir, eh bien, à gérer un nom de dossier, dynamique et notamment, il va y avoir des changements quand la version de Teams va être mise à jour. Donc en général, c'est un dossier dans Windows App qui commence par MS Teams quelque chose et qui va finir avec, une séquence de lettres et de chiffres qui vont inclure notamment le numéro de version de l'application. Et pour éviter, bah, toute problématique lors du démarrage ou de l'utilisation de la nouvelle application Teams, eh bien, vous pouvez ajouter la liste suivante des processus dans votre liste d'exclusion d'antivirus. Donc là, vous voyez, c'est le processus MS Teams, Teams Update et MS Edge Web View 2 qu'il faut configurer au niveau des exclusions. Donc une fois que vous êtes prêt, vous faites OK. Et ensuite, donc vous allez pouvoir valider cette liste d'exclusion de processus et vous allez pouvoir configurer juste après les chemins également à exclure pour, un fonctionnement optimal de la partie FSLogix. Donc là, je vous affiche les chemins à exclure. Donc c'est principalement tout ce qui va être lié aux fichiers VHD ou VHDX contenus dans les dossiers temporaires, dans le WinDir et évidemment tout ce qui va être contenu dans le partage sur le Azure File. Voilà, donc là, il faut indiquer toutes ces exclusions pour éviter qu'elles soient scannées et que vous ayez des problèmes de performance avec FSLogix. Une fois que la liste est définie, vous cliquez sur OK. Vous vérifiez que ces deux clés-là sont bien activées. Et puis, au niveau de la configuration de l'antivirus en général, vous pouvez activer quelques paramètres qui vont optimiser le fonctionnement en mode virtuel. Donc, notamment, c'est l'exécution du quick scan, la configuration de la priorité base du CPU pour les scans planifiés. Vous pouvez spécifier également l'heure et le jour du scan planifié. Et puis enfin, vérifier les dernières mises à jour des fichiers antivirales avant un scan. Et côté interface client, eh bien là, je vous recommande d'activer ces deux clés-là pour notamment eh bien, supprimer tout un tas de notifications et éviter de la confusion pour vos utilisateurs. On embraye maintenant sur le déploiement du pool.dot AVD. Et pour cela, eh bien, retour directement sur le portail Azure. Dans le menu d'administration Azure Virtual Desktop, on peut directement cliquer sur Créer un pool.dot. Ici, eh bien, on va renseigner les informations habituelles de l'assistant, le nom du pool.dot, l'emplacement des métadonnées, le type de pool. Donc ici, comme on va proposer un environnement multisession, on va être sur un type de pool. Ensuite, au niveau des hôtes de session, on va donner ici un préfixe. On indique l'emplacement où on souhaite instancier les machines. Au niveau des options de sécurité, eh bien, on peut profiter de toutes les dernières fonctionnalités, notamment en termes de Secure Boot, et profiter d'un TPM virtualisé dans la machine. Et puis ici, je vais sélectionner l'image qu'on a créée juste avant au niveau de notre galerie. Donc là, on vient choisir l'image qui a été générée. On règle la taille de la machine virtuelle. Et puis on indique le nombre de VM que l'on souhaite déployer. Concernant le workspace, ici, eh bien, si on a déjà un workspace existant, on peut le lier à ce workspace ou éventuellement en créer un nouveau si ce n'est pas encore le cas. Et enfin, on peut passer au déploiement lorsque l'assistant a bien validé toute la configuration. Alors, petite optimisation que vous pouvez faire si votre machine virtuelle supporte l'accélération réseau. Quand vous allez vous rendre sur votre hôte de session, quand vous allez dérouler le volet networking, que
vous cliquez sur Network Settings, vous allez voir que l'accélération réseau est désactivée par défaut et l'assistant AVD ne permet pas de l'activer au moment du déploiement. Donc c'est un peu dommage, mais on peut, corriger ça avant évidemment d'accueillir les premiers utilisateurs. Donc pour ce faire, eh bien, vous allez pouvoir, dérouler ici votre, Azure Cloud Shell. Voilà, vous vous connectez et une fois que le Cloud Shell est prêt, vous allez pouvoir passer la commande suivante, donc AZ Network NIC Update. Vous donnez le nom ici de l'objet carte réseau attaché à votre hôte de session. Vous indiquez toujours le groupe de ressources et vous configurez la valeur de la propriété Accelerated Networking à True pour pouvoir activer l'accélération réseau. Voilà, c'est plutôt rapide, hein, ça prend quelques secondes. Et quand vous revenez ici sur l'interface des paramètres réseau et que vous faites refresh, vous devriez voir que l'accélération réseau est maintenant activée. Dernière partie, on va se connecter au poste virtuel et pour ce faire, eh bien, on va récupérer un client de connexion, soit le Microsoft Remote Desktop Client, soit la toute dernière Windows App, qui est le client de connexion unifié. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. Je récupère depuis le store la Windows App. On s'authentifie avec un compte qui est bien sûr autorisé à accéder au bureau virtuel et une fois que l'authentification et les contrôles d'accès sont passés, on clique sur connecter pour rentrer dans le poste virtuel. Alors tout d'abord, on va vérifier que les paramètres de sécurité sont en place. Donc on constate que les paramètres, notamment concernant l'antivirus, sont bien masqués. Ensuite, je vous recommande de vérifier le fonctionnement de FSLogix et notamment la configuration que l'on a réalisée via les stratégies de groupe. Donc pour ce faire, vous pouvez ouvrir une invite de commande PowerShell et lancer la commande d'aide suivante pour vérifier eh bien, que toutes les exclusions en termes de chemin sont bien présentes. Donc on voit ici que c'est le cas. Ensuite, depuis l'explorateur de fichiers, vous pouvez aller dans ces deux points, Programme FSLogix Apps, et lancer le petit exécutable FRX Tray, qui permet de faire un contrôle rapide à la fois de la version de FSLogix installée, et puis grâce au témoin de feu vert ici, eh bien, on nous signale tout simplement que le profil est correctement chargé. Ensuite, on va contrôler que les redirections concernant les emplacements de Teams à exclure sont bien effectives. Et pour cela, vous pouvez vous rendre dans Programme Data FSLogix Log Profile, ouvrir ce fichier de log et à l'intérieur, pour vérifier que ces redirections sont bien opérationnelles, vous devez retrouver une section qui ressemble à ceci. Donc vous devez avoir la lecture de votre clé de configuration. Vous devez voir qu'il essaie de copier votre fichier de redirection dans le dossier ici de l'utilisateur et qui va appliquer ces redirections en créant ces dossiers de base. Donc là, on retrouve bien hein, les dossiers qu'on a indiqués au niveau des exclusions. Et puis enfin, vous pouvez vérifier l'accélération réseau. Pour cela, vous ouvrez le gestionnaire des périphériques de Windows et vous vérifiez au niveau des cartes réseau que vous avez bien un adaptateur de type Mellanox qui est listé. Voilà pour les contrôles de base. Ensuite, je vous invite à lancer Microsoft Teams directement. Et une fois que vous êtes dans Teams, vous cliquez sur les trois petits points à côté de votre avatar, vous allez dans les paramètres et vous cliquez sur à propos de Teams. Et là, bien, soyez pas forcément déçus parce que quand vous allez lancer Teams la première fois, vous aurez ceci et c'est normal. Vous devez redémarrer l'application 2 fois après la première exécution pour pouvoir, profiter, des optimisations multimédia avec le moteur Slimcore. Alors c'est ce qu'on va faire, vous
relancer donc l'application, vous retournez dans Paramètres à propos de Teams et là, si, tout s'est bien passé, vous allez voir enfin AVD Slimcore média optimisé, ce qui signifie que vous avez, eh bien, le nouveau Teams avec le moteur Slimcore chargé dans la version multisession de Windows 11 exécutée par Azure Virtual Desktop. Et vous pouvez également contrôler que tout est opérationnel depuis votre poste client. Là, vous pouvez lancer une invite PowerShell et lancer cette commandette-là pour vérifier que vous avez bien le package Slimcore installé ou encore le contrôler depuis le gestionnaire des tâches. Si vous déroulez votre Windows App, vous cherchez votre processus, vous devriez voir ici un sous-processus appelé Teams VDI Slimcore qui confirme la bonne exécution des optimisations. Et c'est sur cet écran que se termine ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.